Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie en ce qui concerne les joies de la physique. Donc ici on va continuer dans les mouvements des particules dans les champs uniformes avec la déviation dans un condensateur plan. Donc en gros on peut imaginer que ici j'ai accéléré mes électrons de manière linéaire et maintenant ce qui va se passer c'est que on va mettre ici deux condensateurs, enfin un condensateur avec une borne, une plaque positive ici et une plaque négative à cet endroit là, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va subir une autre force électrique qui va le dévier. Alors, donc je pose le problème, donc on étudie le mouvement d'un électron de charge électrique -E et de masse petit m dans un repère OIJK. Alors OIJ, c'est là, hein, OIJ, puis le K je l'ai pas noté, mais on peut le noter ici, le vecteur K, il va être donc vers vous, hein, avec la règle des trois doigts, donc le vecteur K est ici. I est horizontal orienté vers la droite et J orienté vers le haut. À t égale 0 secondes, l'électron entre dans le condensateur plan avec une vitesse initiale V0 en haut telle que V0 égale V0 fois I. Donc c'est représenté ici de manière pas très jolie, mais votre vecteur vitesse initiale, il est là, c'est V0 à cet endroit-là. Bien, alors en fait ça paraît compliqué, en fait c'est même un peu plus simple, si on a bien compris les choses précédentes, ici ça va être la même chose, et ça va être un peu plus simple même. Alors, donc ici, en appliquant la deuxième loi de Newton au système, déterminer les équations horaires de la vitesse. Alors ça on a l'habitude, hein, maintenant parce qu'on a fait plein de choses, donc c'est la question combien, j'ai quand même à noter, c'est la question A. Donc la question A ici, faut appliquer le deuxième loi de Newton, c'est-à-dire d'après le PFD, donc je mets d'après le PFD, le principe fondamental de la dynamique, eh bien je sais que la somme des forces extérieures à mon système égale la masse fois l'accélération. Alors, la somme des forces ici, j'en ai qu'une seule, puisque ça va être la force électrique, donc ça va vous donner donc la force électrique est égale à la masse fois l'accélération. Voilà, donc j'ai appliqué mes lois de Newton, on avait montré que le poids était négligeable, donc j'ai ici ma deuxième loi de Newton. Il faut déterminer les équations horaires de la vitesse. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh bien on va donc repasser par la vitesse, donc Fe égale ici m dv sur dt, ce qui veut dire que maintenant je vais pouvoir voir la vitesse. Alors je vais passer le m de l'autre côté, ça va vous donner que dv sur dt est égal à Fe sur m. Et puis la force électrique, c'est quoi? Et bien la force électrique, c'est QE, Q étant moins E, hein, donc c'est, je vais le marquer ici, hein, Fe, vous notez pas ça, pardon, c'est pas bien écrit. Oups, ça déconne. Oups, non, pardon, ça ne fonctionne pas bien. Donc Fe est égal à QE, et le Q, eh bien c'est la charge électrique, donc c'est moins petit e fois E sur le petit m. Alors, on peut peut-être passer maintenant sous forme de notation vectorielle avec les trois composantes. Donc ça va vous donner que dv sur dt est égal à quoi? Donc ici, alors sur x, en fait, ici je vais avoir le moins e sur m, mais fois le vecteur e. Alors le vecteur e, regardez bien, il est représenté ici, ça va du plus vers le moins, il est comme ceci, il est vertical et vers le bas. Ça veut dire que sur l'axe x, eh bien c'est 0. Ça veut dire que sur l'axe vertical, eh bien c'est moins e, donc ça vous donne moins e fois moins e sur m. Et le dernier, c'est z, donc c'est égal ici à 0. Donc je vais pouvoir simplifier ici mes moins. Hein, les moins, je peux les simplifier, ça vous donne plus et plus ici forcément. Donc c'est E minuscule, E majuscule sur M. Donc maintenant, si je veux les équations horaires de ma vitesse, eh bien je vais trouver une primitive à ces trois composantes-là. Ça veut dire que votre vitesse ici, eh bien ça sera, alors 0, ça fera une constante C1. Ici, ça fera E sur M fois t plus une autre constante C2, on a l'habitude maintenant, et ici ça serait une constante C3. Comment est-ce que je fais pour déterminer mes constantes? C'est grâce aux conditions initiales. Donc les conditions initiales me disent quoi pour la vitesse? Eh bien la vitesse V ici au temps 0, c'est égal à quoi? Eh bien c'est égal à mon V0 ici, regardez bien, c'est égal au V0 ici. Ce qui veut dire que V ici, c'est V0,
hein, toujours en vecteur. Ce qui vous donne, je passe sous forme de coordonnées suivant x, bah, c'est v0, 0 et 0. Voilà. Alors je peux identifier maintenant eh bien, mes constantes. Hein. Je vois ici que C1, eh bien, c'est v0. Ici, ça veut dire que ça va être égal à ça. Alors peut-être, je vais peut-être vous le remarquer, ça va être plus facile. Donc je vais peut-être mettre ici une conséquence. Ça veut dire que C1 égale V0. Ça veut dire aussi que E sur M fois 0, hein, puisque T égale à 0, plus C2 est égal à 0. Et ça veut dire que C3 est égal à 0. Alors j'en déduis quoi? J'en déduis que C1 égale V0. Ici j'en déduis que C2 égale 0. Et j'en déduis que C3 égale 0. Ce qui vous donne pour vos équations horaires de la vitesse, V. On peut mettre v de t si on veut parce que c'est une fonction du temps. Donc ça vous donne pour Vx de t, ça vous donne V0. Ça vous donne ici pour Vy de t, si on l'écrit correctement, ça vous donne E sur M fois t. Et ça vous donne que Vz de t est égal à 0. Voilà, j'ai réussi à déterminer les équations horaires de ma vitesse. Alors, question suivante. C'est déterminer évidemment les équations horaires de la position. Mais oui, bien sûr. Donc ma position ici, je vais le faire en dessous. Donc ça c'est la question petit b. Donc on va faire en rebelote. Et donc on va essayer de retrouver la primitive. Donc ça veut dire que vous savez que la vitesse, c'est égal à d de OM de t sur dt. Et donc, encore une fois, eh bien, on va essayer de trouver une primitive, ce qui veut dire que OM de t, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est une primitive de ça. Donc ça vous donne V0t plus constante. Donc V0t plus une constante que je vais appeler C3. L'autre, ça va être E sur 2m t carré plus une constante C4. Et puis l'autre, ça va être une constante égale à C5. Voilà. Alors, comment est-ce que je fais pour déterminer mes constantes? Toujours la même chose, les conditions initiales. Donc, AT égale 0, alors il faudrait bien marquer ici, hein, AT égale à 0 secondes. Qu'est-ce qu'on a sur la position? Eh bien, on sait que OM de 0, c'est égal à 0, 0, 0. Donc, on va identifier assez facilement mes constantes, hein, puisque donc ça vous donne C3 égale 0, ça vous donne C4 égale 0, et ça vous donne C5 égale à 0. Donc, ici, ça va être plus simple, hein. Donc, ça va vous donner que OM de t est égal à V0t E sur 2m t carré et ici 0. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire ici comme chose? Eh bien on s'aperçoit que le mouvement ici est toujours contenu entre x et y, ça veut dire que le mouvement est plan. Donc conséquence, le mouvement est plan, et dans le plan, on va mettre même, dans le plan O, I, J, voilà, hein, d'accord, ça on l'avait déjà prouvé pour les mouvements dans un champ de pesanteur uniforme. Et on va pouvoir répondre à la question petit c, qui est quoi? Donc détermine l'équation de la trajectoire de l'électron, que peut-on dire du mouvement, on vient de le faire, et donc de quel type de trajectoire s'agit-il? Alors déterminer la trajectoire, hein, c'est l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc là, hein, il faut se souvenir comment est-ce qu'on fait. On part de ça, hein, ici, si je le marque un petit peu mieux ici, je vais effacer parce que ça va être pénible. Donc je vais faire ma parenthèse un petit peu mieux. Donc ça c'est votre x de t, hein. Ça c'est votre y de t, et ça c'est votre z de t. Et bien dans ce cas-là ici, eh bien il faut que j'écrive y en fonction de x. Ça veut dire que j'isole mon t et que je vais remplacer dans l'équation ici en dessous. Donc ce qui vous donne petit c, que donc x égale v0t, conséquence t égale x sur v0. Et maintenant, je remplace ça dans mon équation y, donc ça veut dire que y égale E sur 2m fois t carré, donc t carré c'est x sur v0, le tout au carré. Voilà, et donc je peux mettre ça peut-être un petit peu mieux, en développant par exemple mon carré, ce qui vous donne que y égale à E x carré sur
2m v0 carré. Voilà, ça y est, j'ai l'équation de ma trajectoire. Donc ici, bah, regardez bien, E sur 2m v0, ça c'est une constante. Ça veut dire qu'ici, on a encore une fois l'équation d'une parabole. Donc ici, on retrouve eh bien l'équation d'une parabole. Votre trajectoire est donc parabolique. Voilà. On continue. Si ça veut bien. Mon ordinateur commence à avoir des petits problèmes. Déterminer l'ordonnée YS de la déviation de l'électron à la sortie du condensateur. Alors peut-être faire une petite explication. En gros ici vous voyez bien que votre électron ici il est là, et comme il va subir une trajectoire parabolique, à la sortie il va se retrouver au ce point là. Donc en gros, moi ce que je veux, eh bien c'est le YS, c'est-à-dire c'est cette distance là. Voilà, ça c'est mon YS, je veux savoir donc comment est-ce que je fais pour calculer eh bien cette position ici, à cet endroit-là. Alors comme pour l'histoire de la flèche ou de la portée qu'on avait vu précédemment, il faut trouver une condition ici. Alors une condition, bah regardez bien, ici cette condition c'est quoi? Eh bien quand vous êtes à cette sortie-là, eh bien ça veut dire que votre votre électron, ici je suis à la position L. Donc ça veut dire que quand je suis en x égale L, eh bien j'aurai le Y qui est égal au YS. Donc si je reviens ici, voilà, j'en suis où? J'en suis là. Donc, ça c'est la question petit d. Donc, si x égale L, eh bien y égale ys. Donc, bah, j'ai juste qu'à remplacer mon x par mon L, ce qui vous donne que votre ys égale à E sur 2m v0 carré fois L au carré. Et voilà, puisque si je connais la longueur que j'ai marqué là-haut, le E je le connais, le E je le connais, le M je le connais, le V0 je le connais, donc dans ce cas-là, je peux déterminer ici la position. Alors le but ici n'est pas du tout de déterminer la position, en fait le but ici c'est de mesurer cette position-là, ça on peut le mesurer avec une règle, puisque la distance parcourue, ça va être assez facile à posséder, et donc en fait on peut déterminer autre chose. C'est la question petit e. Oups, zut. La question petit e, ici, on vous demande justement de déterminer le rapport E sur M. Alors pourquoi est-ce qu'on vous demande ça? En fait, c'est une expérience historique. L'expérience historique, elle a été faite par Thomson en 1897, qui en fait est le premier à avoir découvert l'électron. En fait, à la base, la charge petit e, on ne la connaissait pas, la masse non plus, on ne la connaissait pas. Par contre, Thomson il a fait cette expérience-là. Il a pris un canon électron, il a accéléré des électrons, et s'est aperçu que, eh bien, en fait, au départ, il savait pas ce que c'était. D'ailleurs, ces particules-là, les électrons, il les connaissait pas. Il a vu qu'il y avait des particules, et ces particules étaient déviées. Elles étaient déviées, donc ça veut dire qu'elles avaient une charge électrique, et donc en mesurant justement cette déviation qu'il avait ici, lui, il a été capable de reprendre le truc E sur M. Et donc E sur M, on va essayer de voir ce que ça donne. Ici, bah, c'est pas très dur, puisque si ça je le mesure, ça je le connais, bah en fait je vais tout simplement isoler le E sur M. Donc petit e, donc E sur M, c'est égal à quoi? Alors, c'est le YS que j'ai déjà au départ. Je passe le 2, donc ça va vous donner 2 ici. Je passe le V0, ça vous fait V0 carré, que je divise par E, L au carré. Et donc ce rapport E sur M, ici, quand on fait l'application numérique, alors l'application numérique, ça vous donne 2 fois YS, alors on donne dans l'énoncé, c'est 1,85 cm, 1,85 fois 10 puissance moins 2, fois le YS, pardon, fois le V0 carré de 2,27 fois 10 puissance 7 mètres par seconde, le tout au carré, que je divise par E. Alors le champ électrique, on dit que c'est 15 kV, donc c'est 15,0 fois 10 puissance 3. Et puis on vous dit aussi que le L au carré, c'est 8,5 cm. Donc 8,5 fois 10 puissance moins 2, le tout au carré. Alors si on fait ce calcul-là, eh bien on trouve 1,76 fois 10 puissance 11. Alors, quelle est l'unité? Ouh là là, ça reste compliqué. Bah non, puisque ici c'est E sur M. E c'est une charge électrique, donc ce sont des coulombs, et la masse, ce sont des kilogrammes, donc coulombs par kilogramme carré. Et donc en fait, Thomson, quand il a fait cette expérience-là, lui, il a fait quoi?
Eh bien, en mesurant cette longueur-là, il en a déduit que ce rapport E sur M ne correspondait à absolument rien de connu. Aucun élément ne pouvait répondre à ce critère-là de E sur M avec cette valeur-là. Il en a déduit qu'en fait, la particule qui était émise était pas du tout un élément, et c'était quelque chose qui était forcément plus petite qu'un élément. Et donc, c'est lui qui a découvert donc les électrons, et donc a été beaucoup plus petite, beaucoup moins massif que n'importe quel élément. Et donc on a montré à cette époque-là qu'il existait des choses plus petites forcément que les atomes. Donc c'est là où le moment où la théorie de l'atome insécable venait d'éclater, puisqu'on montre qu'il y a des choses qui sont plus petites que les atomes. Voilà, donc c'est terminé pour ce chapitre. Je vous dis à bientôt et au revoir.